Bonjour à tous, rebonjour à ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie de la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France qui nous rediffusent et TV5 Monde. Aujourd'hui, l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du parti de gauche et député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour Cyril, bonjour Éric Coquerel. Et Christelle Bertrand, bonjour, Bonjour, du groupe La Dépêche. Merci d'être présente ce matin et de représenter la presse quotidienne régionale qui diffuse d'ailleurs cette interview politique sur ses sites internet aujourd'hui, sur les 25 titres. Voilà. Éric Coquerel, c'est aujourd'hui cheminots et fonctionnaires qui seront dans la rue. Est-ce que vous pensez que cette manifestation sera un succès? Est-ce que de ce succès dépendra une suite? Je l'espère, je la souhaite et j'appelle tout le monde à se mobiliser derrière à la fois les fonctionnaires qui partent de Bercy, les cheminots qui partent de la gare de l'Est et tout ça à peu près je crois, et tout ça se rejoignant à Bastille. C'est important, pourquoi? Parce que si vous voulez, on est dans une situation où en gros ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est aligner définitivement la France à ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et donc il faut attaquer tous les piliers d'État social. Protection sociale, ça viendra après avec les retraites et les cotisations fiscalisées. Les lois sociales, c'est venu avec la destruction du Code du travail. L'austérité, c'est venu avec le budget de fin d'année qui a été absolument terrible. 9 milliards de cadeaux aux plus riches. Et évidemment, la casse des services publics, la privatisation. Et de ce point de vue-là, c'est clair que le projet Spinetta, le projet de réforme du gouvernement, c'est la privatisation à terme de la SNCF. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la mobilisation d'aujourd'hui et des jours qui vont venir? Ce que j'attends, c'est que Emmanuel Macron rencontre un os. Il faut l'arrêter, pour les raisons que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il est en train de vouloir détruire ce qui reste de l'État social, hérité du Conseil national de la résistance, des grandes luttes, y compris celle de 68, dont on va fêter les 50e anniversaires, et dont il faut se rappeler qu'avant tout, c'était la plus grande lutte sociale de l'histoire de ce pays. Donc, pour des gens comme nous, qui croyons à un État qui protège, à une égalité sociale, à une redistribution des richesses, plutôt que le laisser-aller, laisser-faire du marché et du tout-marché, eh bien, voilà, il faut l'arrêter. Et ce qui se passe avec les cheminots, c'est que là, pour le coup, il a un obstacle. Il a l'unité syndicale face à lui. C'est ça qui est absolument essentiel. Et j'espère que ça permettra de commencer une contre-offensive. Donc on souhaite bonne chance aux cheminots parce qu'ils défendent l'intérêt général. Est-ce que vous pensez réellement être en mesure de la bloquer, cette loi, cette réforme de la SNCF? Oui, bien sûr, oui. Comment? Oui. Écoutez, les cheminots ont un moyen, c'est la grève. La grève est le meilleur moyen, à un moment donné, pour dire qu'on n'est pas d'accord et bloquer. C'est constitutionnel, c'est la loi, c'est la marque des démocraties, donc ils vont l'utiliser. Et j'espère que derrière eux, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette politique, je pense notamment aux fonctionnaires qui se mettent en bataille aujourd'hui, les autres services publics, on parle de privatisation, type les aéroports de Paris, on en parlera peut-être tout à l'heure, eh bien se mettront en mouvement. Il y a aussi les jeunes, les étudiants. Je ne sais pas si vous savez, mais il s'est passé quelque chose d'incroyable il y a 2 jours dans ce pays. On a fait en sorte de mettre sous tutelle et d'en finir, de faire démissionner le conseil d'administration de Toulouse-le-Mirail. C'est la première fois dans la Ve République qu'on s'en prend à ce type de droit et de démocratie, droit démocratique. Je pense que c'est extrêmement dangereux et qu'il est temps d'arrêter Emmanuel Macron. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a tweeté à ce sujet-là, au sujet d'une grève qui dure déjà depuis 3 mois. Vivement mai 68. Est-ce que c'est pas mettre un petit peu d'huile sur le feu dans ce conflit qui est très compliqué? Vivement, oui, tout à fait. Excusez-moi, mais ceux qui mettent l'huile sur le feu, là, c'est ceux qui viennent de décider qu'en réalité, la seule autonomie des universités qu'ils acceptent, c'est la mise en concurrence, mais que par contre, dès lors qu'il y a des droits démocratiques revendiqués par un conseil d'administration de fac, enfin un conseil élu, eh bien, là, on les démissionne. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est le fait du chef, c'est le fait de Jupiter. On n'est pas aujourd'hui dans une démocrature, ou en tout cas, j'ai pas envie qu'on le soit. Et c'est Emmanuel Macron, par ses décisions, qui attise le feu. Et moi, je dis toute ma solidarité aux étudiants de Toulouse-le-Mirail, au personnel qui ne sont pas d'accord et qui se mobilisent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation porte en germe un mouvement étudiant plus large? Peut-être, j'espère. J'espère, je le souhaite. Bon. Je souhaite qu'à un moment donné, il y ait une étincelle dans ce pays, parce que je suis convaincu que les gens ne sont pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait plus des 20% qui ont voté pour lui au premier tour, et encore, certains l'ont fait avec l'idée d'un vote utile. Donc, le tout, c'est qu'à un moment donné, les gens se rendent compte qu'ils peuvent bloquer
sa politique. Je parle de sa politique, bien sûr. Et à partir de là, je ne vois pas d'autre moyen que, dans une démocratie, les luttes, les mobilisations, les grèves, les grandes marches, où on donne aussi l'idée pour compléter ces grèves, pour les aider, pour aider ce mouvement, au fait que tous les citoyens puissent aussi, par exemple, se rejoindre un week-end pour une grande marche qui pourrait être au printemps et qui pourrait dire non, Macron, ça suffit. Voilà, il faut tous y aller en même temps, il faut tous converger pour faire en sorte que nous sommes majoritairement opposé à cette politique. Sauf que le gouvernement affiche clairement sa détermination. Est-ce que vous pensez sincèrement le faire reculer? Tout gouvernement. Alors là, j'ai maintenant pas mal d'années derrière moi de mobilisation de l'autre. Je peux vous dire qu'un gouvernement, à chaque fois qu'il y a un grand mouvement, il annonce qu'il ne cédera pas. Rappelez-vous Juppé 95, Pasqua de Vaquet. Est-ce que vous pensez que le contexte est le même? Est-ce que l'opinion n'a pas changé depuis 1995? Si, bien sûr. Il y a la machine idéologique, y compris avec toute une propagande derrière, fait en sorte qu'on essaye de s'attaquer justement à l'idée même de ce qui fait notre République, c'est-à-dire l'égalité, la liberté, la fraternité, enfin des valeurs qui s'appuient sur le service public, je le disais tout à l'heure. On dit surtout aux gens, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On ne peut rien faire, c'est la mondialisation. C'est l'Union européenne qui veut ça. Et c'est vrai que beaucoup de partis, y compris certains qui aujourd'hui s'opposent avec nous au projet de démantèlement du service public ferroviaire, ont voté les paquets ferroviaires à Bruxelles qui aujourd'hui font l'ouverture à la concurrence. Mais tant pis, je veux dire, je pense malgré tout, je suis persuadé que dans ce pays, dans le fort intérieur de ce pays, il reste un attachement au service public, il reste un attachement à un État social. Et en tout cas, c'est là-dessus que l'on va travailler. Mais alors comment on revient sur cette ouverture à la concurrence qui a été accepté par 28 pays, voté par le Parlement européen? Comment on fait machine arrière? Moi, je vous le dis, si demain on gouvernait ce pays, on ferait machine arrière. Oui. Unilatéralement. On le refuserait. Mais comment? Voilà. On prendrait cette décision. On dirait la France refuse d'appliquer une politique. Vous savez, il y a une chose étonnante quand même, qui est le problème démocratique. Est-ce que vous avez entendu un seul des partis qui a voté les paquets ferroviaires à Bruxelles, ou les paquets d'énergie, je pense aussi bien à la droite qu'au Parti socialiste à l'époque, même Europe Écologie les a votés. Est-ce que vous avez entendu un seul de ces partis, dans une campagne nationale, se vanter qu'ils allaient faire ça? Non, jamais ça n'a été fait. Ils le votent, ils le décident, et puis après ils disent « Ah, c'est l'Union européenne qui le veut ». Alors certes, il le veut, mais il a bien fallu qu'au départ, ils acceptent une politique de démantèlement du service public. Et moi, je pense que tout ça n'est pas démocratique. Donc si demain on gouvernait, nous irions voir nos partenaires sur ça et sur d'autres points et dirions nous n'acceptons pas les traités actuels qui régissent l'Europe parce que c'est des traités d'austérité, de libre-échange, de mise en concurrence des peuples. Nous n'acceptons pas ce qui est contraire à l'intérêt général du pays et maintenant renégocions. Et en attendant, nous n'appliquerions pas la mise en concurrence, ça je vous le dis carrément. Autre contestation à celle des fonctionnaires aujourd'hui qui seront dans la rue pour protester contre la réforme de la fonction publique. Est-ce qu'il n'était quand même pas temps de moderniser cette fonction publique, Éric Coquerel? Pourquoi? 120 000 suppressions de postes sur 5 millions et demi de fonctionnaires. Est-ce que vous pensez... Non, c'est intéressant, je voulais savoir ce que vous entendiez par moderniser. Moderniser, c'est supprimer des fonctionnaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de policiers dans ce pays? Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'enseignants? Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de personnel de santé? Supprimer 120 000 fonctionnaires sur un quinquennat sur 5 millions et demi de fonctionnaires. Oui, justement, je ne suis pas d'accord. Vous allez les chercher où? Tout ça vise une chose. Tout ça vise à faire en sorte qu'on affaiblisse l'État. Ce qui fait que quand on aura supprimé ces 120 000 fonctionnaires, et vous ne mettez pas là-dedans les fonctionnaires des collectivités territoriales aussi qui sont amenés à disparaître du fait de la baisse des dotations, eh bien les gens attendront plus dans les mairies, dans les préfectures, et diront « Ah, mais l'État, ça ne marche pas ». Donc il y a toute une stratégie qui vise deux choses. Un, on met en concurrence et on privatise à outrance tout ce qu'on peut faire et qui rapporte à la rente capitaliste qui se porte excellemment. 93,4 milliards pour le CAC 40 l'année dernière, c'est un record en termes de profit, dont la moitié versée en dividendes. Et puis pour le reste, on met de moins en moins d'argent possible sur ce qui, là, par contre, ne peut pas rapporter les services rendus nécessaires d'un État régalien, mais par contre qui rendront toujours plus insatisfait le public parce qu'il y aura toujours moins de moyens et ils diront, vous voyez, l'État, finalement, par rapport au marché, ça ne marche pas. Ce que dit le gouvernement, c'est que la France a changé et que certains services qui étaient inclus dans les services publics pourraient en sortir pour se concentrer sur d'autres qui correspondent plus aux attentes. Pourquoi faire? Vous trouvez que ça marche bien, les autoroutes privatisées, vous? Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une catastrophe. Tout le monde. C'est le seul amendement que j'ai réussi à faire passer à la Commission des Finances, à la majorité unanime de tous les partis politiques lors de l'examen du projet de loi Finances. Pourquoi? Parce qu'on a privatisé un monopole, ce qu'on s'apprête à faire avec les ADP, qui non seulement est une catastrophe d'un point de vue des entretiens des autoroutes, parce que ce sont les mêmes sociétés à qui on a cédé les autoroutes qui font les travaux. Donc, je ne vous dis pas les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir là-dedans, mais en plus de ça, on paye la rente capitaliste qu'on va s'apprêter à faire pour ADP. Vous croyez que ça marche mieux?
Vous savez que, par exemple, au niveau du service public de santé, encore, jusqu'à ce qu'on le détruise, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais la gestion du service public de santé français, par exemple, coûte beaucoup moins cher à un Français que la gestion du service public, du service privé santé américain. Donc arrêtons avec cette idée. Ce qui est aujourd'hui devant nous, c'est le fait qu'on veut permettre, et d'ailleurs le gouvernement l'assume, au moins on ne peut pas dire l'inverse, pour nous le maire l'assure, il dit alimenter le capital aujourd'hui, donner de l'argent au capital, c'est les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Sauf que ça fait 40 ans qu'on entend ça, ça ne marche pas, les profits explosent, le chômage explose et l'investissement est en berne. Donc cette politique ne fonctionne pas. Et c'est celle qu'on veut appliquer définitivement dans le pays. C'est Éric Coquerel, coordinateur du parti de gauche, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui est notre invité politique ce matin. Je voudrais vous parler, Éric Coquerel, du rythme des réformes. 7 projets de loi en 2 mois. Est-ce que c'est un bon rythme pour réformer un pays? Non, bien sûr que non. Pour réformer le pays? Bien sûr que non. Alors, je comprends tout à fait la stratégie d'Emmanuel Macron. Il passe, tant qu'il a l'impression qu'il peut avancer, il y va. C'est un coureur de haie, c'est-à-dire il essaye avec la légitimité d'avoir été élu il n'y a pas si longtemps. Absolument. Cela dit, les gens n'ont pas voté pour son programme, je vous le rappelle. Ils ont voté pour battre Marine Le Pen. Essentiellement. Donc il y a une entourloupe là-dedans. Bon, mais il essaye de le faire. Je peux pas dire, il est à sa place. Et au moins, c'est ça, comment dire, son avantage. C'est que contrairement à Hollande, par exemple, il assume son programme, il l'applique, et il se dit que tant que ça fonctionne, il va l'appliquer. C'est pour ça que moi, je pense que si on le bloque à un endroit, après, c'est un effet domino. Et que je pense que ces projets seront au fur et à mesure bloqués. Mais vous avez raison, il met un rythme. Par contre, il y a un petit problème quand même. C'est que ce rythme met à mal la démocratie parlementaire. Vous avez vu que le gouvernement veut s'attaquer au droit d'amendement des parlementaires, ce qui est quand même absolument incroyable. Déjà, on a aujourd'hui un régime hyper présidentialiste. Bon, c'est pas pour rien qu'on parle de Jupiter, qui prend des décisions de plus en plus directives. On laisse croire que les problèmes de la démocratie, c'est uniquement les parlementaires et l'Assemblée nationale. Et là, maintenant, on veut limiter le droit d'amendement. Donc, moi, en fonction de la taille des groupes parlementaires. En fonction de la taille des groupes parlementaires. Je trouve que là, il y a un vrai problème, j'allais dire, d'hyper-présidentialisation qui est déjà inscrit dans la 5e République. Raison pour lesquelles nous sommes pour une 6e République, notamment plus parlementaire. Mais d'ailleurs, qu'à un moment donné, il y a une limite, quoi. On va pas... Monsieur Macron ne peut pas, à chaque fois qu'il a un obstacle face à lui, décider que le droit d'amendement baisse, décider qu'un conseil d'administration de faculté doit être démis, etc. C'est pas possible. D'ailleurs, il y a eu une bronca hier à l'Assemblée nationale, suite au propos de Mme Belloubet concernant la limitation du droit d'amendement. 260 000 lors de la précédente législature. Est-ce que ça n'est pas beaucoup? Est-ce que c'est pas ça qui force le gouvernement à en passer par les ordonnances pour aller plus vite? Non, ce qui force le gouvernement, c'est que comme il veut aller très très vite, plus vite que la musique, il estime que moins il y a de blocage, mieux c'est. D'accord? D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'Édouard Philippe l'a dit. Il dit, si ça ne va pas assez vite, dans la question, non pas des négociations, il ne parle jamais de négociations, mais de concertation, c'est-à-dire on se concerte avec les partenaires sociaux. La concertation Madine Macron, c'est il y a un projet, on discute et le projet reste égal à la fin. Bon. Donc, si avec les partenaires sociaux, ça ne va pas assez vite, si avec le Parlement, ça ne va pas assez vite, alors on passera par ordonnance. Mais quelle image de la démocratie? Je suis désolé, la démocratie, c'est de pouvoir argumenter. Pourquoi il y a des amendements? 260 000 amendements, c'est pas beaucoup. Non, mais ça, vous me parlez de la mandature précédente. Oui. Je ne sais pas quel est le rythme. Nous, pour notre part, par exemple, notre groupe, vous pouvez regarder absolument toutes les discussions à l'Assemblée, puisque maintenant, on a l'occasion de les voir. Vous apercevrez qu'on n'a pas fait, j'allais dire, vous savez, le travail qui consiste à mettre des amendements type Bottin, etc. On ne l'a jamais fait. On a fait des amendements dits d'opposition et des amendements dits propositionnels pour montrer qu'on avait un programme. Donc on a tenu, par contre, on a tenu la tranchée, quoi. Pourquoi on la tient? Parce que c'est essentiel de pouvoir argumenter, même si ces amendements ne passent pas, bien qu'hier, on en a passé 4 sur la loi de programmation militaire. Donc, vous voyez, on arrive même à être aussi propositionnel à certains moments. Et c'est essentiel parce que c'est ça qui permet le débat démocratique. L'Assemblée nationale, c'est pas juste une chambre d'enregistrement. C'est un endroit où, par l'argument, on éclaire l'opinion publique. Et ça, si on nous prive de ça, alors dans ces cas-là, il n'y a plus qu'à supprimer l'Assemblée nationale. Pour finir sur cette révision constitutionnelle, vous souhaitez qu'elle passe par le Parlement ou vous souhaitez un référendum? Moi, je souhaite. Alors déjà, je souhaiterais qu'on ne commence pas par enfreindre les droits de l'Assemblée, qu'on arrête de laisser penser que le problème en France c'est qu'il y ait trop de députés. Moi, si j'ai bien compris, j'ai une circonscription qui est la plus grande de Seine-Saint-Denis. On voudrait, paraît-il, qu'elle double de volume. Mais comment? Enfin, je peux toujours être hyperactif. Il y a un moment donné où ce rôle-là ne sera plus rempli. Il faut se le dire, quoi. Donc, c'est déjà le contenu de la réforme. Après, nous, on a toujours été pour les référendums. Donc, je vais pas contraindre. Mais vous savez, principalement dans ce pays, si on veut changer les choses, il faut une constituante pour une nouvelle République. C'est ce que nous proposons. Et ce référendum, vous allez le politiser? En faire un référendum pro ou anti-Macron?
Plus que sur la révision Attendez, déjà, il n'est constitutionnelle. pas encore là, le référendum. On va l'attendre. Hein. Mais non, nous, je prends anti-vaccin pro ou contre sa politique. Oui, ça, c'est normal. Il propose une politique. Si on n'est pas d'accord, on est contre sa politique. Après, Nicolas Sarkozy, de nombreux représentants politiques ont été choqués par la longueur de la garde à vue de l'ancien président de la République. Est-ce que c'est votre cas? il faut arrêter, quoi. Vous savez qu'il y a des manifestants. Il a passé la nuit chez lui, je crois. Hein, semble-t-il. Il y a des manifestants qui sont arrêtés pour des peccadilles. Et 3 fois rien après des manifestations, ils passent parfois l'entièreté d'une garde à vue autorisée pour vraiment rien. Alors là, vu les faits qui se lui sont reprochés, on verra s'ils sont avérés. Enfin, il y a quand même toute une accumulation, notamment qui a été quand même révélée par un média. J'aurais rappelé que c'est Mediapart au départ qui lance cette affaire. Moi, ça me... Bon, j'en fais pas une maladie qu'il ait passé la nuit chez lui, mais n'inversons pas la chose. Qu'il soit en garde à vue comme tout citoyen, ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est plutôt peut-être ce qu'il a fait. On va revenir un petit peu sur cette lutte contre les réformes et sur ses conséquences politiques. Est-ce que cette lutte contre les réformes, elle va permettre de retrouver une unité politique à gauche, selon vous? C'est pas l'objet. Je ne sais pas en plus ce que ça veut dire, l'unité politique à gauche, parce que vous savez, nous on a toujours fait attention à utiliser ce terme, parce que qu'est-ce que vous mettez dans le terme gauche? Vous mettez le Parti Socialiste, par exemple, qui s'est abstenu Benoît très Hamon, majoritairement Pierre à la Laurent, confiance. le Parti Socialiste. Nous avons dit politique entre vous. Nous avons dit que la mobilisation sociale aujourd'hui ne doit pas, j'allais dire, servir de marchepied à des constructions politicienne, c'est pas ça qu'attendent les gens. C'est normal qu'on se mette tous ensemble, et c'est pour ça qu'on avait annoncé dès le départ qu'on signerait l'appel qui a été proposé par Olivier Besancenot pour dire on soutient les mobilisations. Mais par contre, chacun sait que d'un point de vue politique, nous estimons que le temps des cartels de partis est révolu et qu'il faut des mouvements citoyens comme celui de France Insoumise que nous avons proposé. Sans parler de cartel, défiler ensemble, ça aurait été un sacré symbole face à Emmanuel Macron. Mais ça, attendez, je vous rappelle que la dernière manifestation que nous avions initiée le 23 septembre dernier, nous les avons tous invités. Benoît Hamon était là, Olivier Besancenot était là. Pierre Laurent est même venu pendant 5 minutes avec une délégation du Parti communiste. Il y avait des gens d'Europe Écologie, donc qu'on ne la fasse pas. On est, nous, habitués justement à ce que dans l'action, on soit derrière les syndicats ou on soit même avec les syndicats. C'est ce qu'on souhaite, je vous le répète, pour une grande marche de printemps qui permettrait de compléter les mouvements en cours et qui ferait masse dans la rue. Donc ça ne nous a jamais gênés, bien au contraire. Merci. Éric Coquerel, vous êtes co-coordinateur, ça veut dire que vous êtes plusieurs, du Parti de gauche. On est 2 et Daniel Simonet. Voilà. Toujours la parité au Parti de gauche. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été notre invité politique. On va passer au débrief de vos propos dans un instant. Merci Christelle Bertrand. Merci Oriane Mancini. Voilà, Éric Coquerel du Parti de gauche, co-coordinateur, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Qui de ce plateau font leurs entrées Guillaume Doyen, de la Gazette des communes, des départements et des régions, qui était présent dans la première partie de cette matinale d'info, et Yves Bigot, le directeur général de TV5 Monde, notre partenaire qui diffuse cette matinale d'info sous forme de best-of chaque week-end sur ses 9 antennes à travers le monde. On démarre tout de suite, Guillaume Doyen, avec s'attaquer à tous les piliers du néolibéralisme. C'est ce que veut faire la France Insoumise contre Emmanuel Macron. Vous avez entendu? Et oui, j'ai entendu, et Macron a ouvert, je veux dire, un champ de bataille extrêmement intéressant pour eux, puisqu'il est en train de dérouler soit son programme, soit des ajouts à son programme qui offre... Là, je pense de belles cibles à la France Insoumise. En fait, oui, c'est à peu près, tous les tabous de la droite de la France qu'on connaît. Le statut des cheminots, le code du travail, la SNCF comme entreprise publique, aéroport de Paris qui sera vendu au privé. Là, ils ont devant eux, si vous voulez, motif à polémique. Ah, ça clignote dans tous les sens. On va voir ce que ça donnera. Et Yves Bigot, Emmanuel Macron, est-ce que par ses décisions, il attise le feu? Oui, pour Éric Coquerel, le député de la France Insoumise qui était notre invité ce matin. Vous avez entendu? C'est évident. En plus, la date, en tous les cas, aujourd'hui, du 22 mars, elle est évidemment pour la gauche française symbolique, puisque c'était le fameux mouvement du 22 mars, Nanterre, Daniel Cohn-Bendit, Serge July, etc. Et tout ça, donc il y a quelque chose qui met, je dirais, un peu de vent dans les voiles de la France Insoumise, mais de la gauche française en général. Alors après, on retombe en fait toujours un peu sur...
on va dire, les fractures de la société française entre ceux qui veulent moderniser et ceux qui trouvent que cette modernisation n'est pas sociale. Voilà, grosso modo, on tombe là-dessus. Et j'ai tendance à penser que d'ailleurs le succès à terme d'Emmanuel Macron dépendra de sa capacité à faire ses réformes, justement avec l'accompagnement social nécessaire pour que ça passe. Parce que les Français, ce qui donne effectivement prise, je pense au discours de la France insoumise et de la gauche en général, c'est l'attachement très profond qu'ont les Français à leur service public au pluriel. On les critique en permanence, mais on veut surtout les garder, en profiter, etc. Puis c'est vrai que c'est agréable quand on prend le train, qu'on arrive à l'heure et qu'on ne vous fait pas payer une surtaxe pour le petit déjeuner, comme ça m'est arrivé l'autre jour, alors que j'étais déjà en première. On m'a dit, mais ça ne suffit pas pour le petit déjeuner. Maintenant, désormais, il faut être première et business. Vous parliez de fractures, il y a aussi des fractures à gauche. On l'a bien vu. Sous un semblant d'unité, en tout cas, un appel à manifester, on voit bien que la gauche ne s'entend pas entre elles, Guillaume Doyen, sur les objectifs. Non, en effet, vous avez quand même le PS. C'est venu Macron, si vous voulez, c'est le produit du hollandisme. C'est un Hollande qui s'assume. Donc cette fracture-là, elle va rester. On est très loin d'avoir recollé les morceaux entre ces gauches-là. Le projet du PS reste encore à fixer, à écrire, si vous voulez. Donc là, on n'a pas d'unité. Et le moment auquel on va assister maintenant est vraiment central. Si jamais, effectivement, la SNCF change de statut, si les cheminots nouvellement embauchés ne le sont plus sous statut et que ça passe, c'est le moment historique du macronisme. Il aura réussi à faire sauter le totem de la gauche. Éric Coquerel a pointé le problème avec les fonctionnaires des collectivités locales. Alors ça vous intéresse. Oui. En premier chef, il ne faut pas en supprimer plus, a-t-il dit. Ça m'a intéressé qu'il en parle. Ils sont rares à en parler, les élus. Il arrive un moment, si vous voulez, où les collectivités n'assument plus le service, un service que les Français tiennent pour naturel. C'est les bibliothèques, ce sont les crèches, c'est le ramassage des ordures, c'est la qualité de transport, c'est les cantines. Les maires ne sont pas obligés d'organiser la cantine. Mais les gens oublient finalement que leurs impôts aussi vont dans tous ces systèmes-là. Ils identifient très bien d'où vient le fonctionnement de l'éducation nationale, de la police, de la justice. Mais tous ces services du quotidien, si vous les interrompez, la ville ne fonctionne plus. Et donc c'est intéressant, si vous voulez, qu'il en ait parlé, parce que c'est trop souvent oublié. Yves Bigot, est-ce qu'il n'y a pas un côté grand soir réclamé par la France insoumise, presque même dans la sémantique, vous avez vu ce matin? Ben oui, je vous dis la date symbolique du 22 mars. Donc, vous voyez d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon voulait déplacer le mois de mai au mois de mars. C'est ça, être révolutionnaire, j'imagine. On change le calendrier, souvenez-vous, on l'avait fait en 1789, on a changé les noms des mois, etc. Mais au-delà de cette anecdote, et effectivement, vous avez raison, il y a une opportunité potentielle pour l'opposition de gauche de se ressouder d'une certaine façon autour de ces questions sociales et de ces réformes nombreuses. Parce que vous avez raison, c'est un totem, les cheminots. Mais d'un autre côté, les réformes cumulées, c'est à la fois une très bonne stratégie de la part du président de la République. Et puis de toute façon, on ne peut que se réjouir d'avoir un président de la République qui tienne ses engagements de campagne. Ça, je pense que tous les Français, même ceux qui sont contre, devraient s'en réjouir. Et puis on voit une grande activité, un désir... Il l'a souligné d'ailleurs, Éric Coquerel. La légitimité d'Emmanuel Macron, elle est là quand même. Il a le mérite de faire ce qu'il dit. C'est vrai, tout en même temps, il critiquait sa légitimité éventuellement dans les urnes, ce qui est toujours un truc, moi, que je trouve contestable de la part de l'opposition, parce que quand on est élu, on est élu. Je veux dire, on ne doit pas remettre en France en question le fait, oui, mais il n'avait que 20% au premier tour, etc. Il a un mandat, Guillaume Doyen, Emmanuel Macron, pour réformer le pays, clair. Alors, ce qui est intéressant, au début, c'était un peu le côté ni droite ni gauche, ni en même temps. Il avançait masqué. Il a avancé masqué quelques semaines. Ça n'a pas duré. Finalement, on connaît sa direction. Elle est claire et nette. Toutes les grandes décisions qu'il prend vont dans le même sens, si vous voulez. C'est dans le sens de la compétition, de la concurrence, de l'ouverture au marché, de l'aide au secteur privé.
Là, on ne peut pas dire que maintenant les Français puissent avoir un doute. Il faut vraiment se boucher les deux oreilles pour ne pas l'entendre. Guillaume Doyen, que reste-t-il justement de la République décentralisée? C'est le dossier de la Gazette des communes, des départements et des régions que vous dirigez, avec une conférence au Sénat le 28 mars prochain, salle Clémenceau. Notre chaîne est partenaire avec des retransmissions à la clé de cela. Pourquoi cette enquête? Je ne vais pas parler technique, je vais parler très simplement. Vous allez voir votre taxe d'habitation disparaître petit à petit, par morceau, elle va être levée. Vous allez voir et que Bigot sourit d'ailleurs. Vous allez... Bon, ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir à tout le monde. Vous allez voir que les dépenses des grandes collectivités locales vont être très contenues par la contractualisation, par l'État, si vous voulez. Ça va peut-être faire plaisir à certains, mais tout ça, si vous voulez, ça aura des conséquences. Il y a une reprise en main très forte des collectivités par l'État, parce que Emmanuel Macron est un libéral, mais c'est aussi un jacobin, et c'est de ça que nous voulons parler le 28 au Sénat, en invitant notamment le président du Sénat, Gérard Larcher, qui ouvrira la conférence, et Jean-Pierre Raffarin, qui lui était un grand décentralisateur, rappelez-vous, quand il était Premier ministre. Donc, voilà, 15 ans après une réforme constitutionnelle dont les Français ne se rappellent pas trop, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que ça veut dire à l'étranger, Yves Bigot? Vous dirigez TV5 Monde, 9 antennes, 200 pays, je crois près de 400 millions de foyers. La décentralisation, ça apparaît comme une chose très, très française, j'allais dire, au monde. C'est-à-dire, c'est notre jacobinisme qui apparaît très français aux yeux du monde. Parce que tous nos pays voisins, prenez simplement l'Allemagne, prenez la Belgique, prenez les Pays-Bas, prenez le Royaume-Uni, ce sont des pays qui sont formidablement décentralisés. L'Allemagne avec ses Landers. Non mais bien sûr, et qui ont des véritables capitales locales, régionales, etc. Alors, c'est ça que d'ailleurs la réforme des régions va, on l'espère tous, rendre possible en France, c'est-à-dire le dialogue des capitales régionales avec le pays. Strasbourg discute avec l'Allemagne, Toulouse et Bordeaux discutent avec l'Espagne, Nice et Marseille discutent avec l'Italie, etc. Je veux dire, c'est ça la modernité, c'est ça aussi la construction européenne, et quelle que soit la vision qu'on puisse avoir de l'Europe, c'est important de ne pas tout centraliser à Paris. Voilà, bon, de bien belles perspectives pour la Gazette des régions alors là. Oui, des régions. Merci Guillaume Doyen. C'est la météo des territoires, vous l'avez vu tout à l'heure. Et maintenant, c'est tout de suite le Zap Monde, c'est-à-dire le résumé de l'actualité du monde en quelques minutes avec vous, notre partenaire TV5 Monde, Yves Guibou. Merci. Quand il sort des locaux de l'Office français anticorruption, dans la voiture qui le ramène chez lui à Paris, Nicolas Sarkozy vient d'être mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Les faits qui lui sont reprochés sont très graves. Corruption passive, financement illégal de campagne électorale, celle de son élection à la présidentielle 2007, et recel de fonds publics libyens. Un financement évoqué dès 2012 par le site d'information Mediapart, pour qui la suite de cette affaire, ce sont désormais les questions qui sont liées à l'implication de la France dans la guerre en Libye en 2011. Si la justice arrive à démontrer qu'il y a une implication de Nicolas Sarkozy dans les financements libyens, comment ne pas considérer qu'il y a une dimension personnelle et privée dans la guerre qui a été menée en mars 2011 ? L'opération porte la signature de Boko Haram, comme il y a 4 ans, plus au sud à Chibok. Cette fois, la captivité aura été moins longue, 1 mois. Le gouvernement s'en félicite, il dit avoir privilégié les négociations et précise sur le compte Twitter de la présidence qu'aucune rançon n'a été versée. Nous nous sommes entendus pour qu'il n'y ait aucune confrontation, et c'est cette promesse de trêve qui a facilité ces libérations. Gardez à l'esprit que la vie de ces enfants vaut davantage que toute victoire militaire. Dans cet hélicoptère de l'armée camerounaise, les rescapés de la prise d'otages, un Tunisien et 2 Camerounais, et le corps de l'ingénieur tunisien assassiné par ses ravisseurs. Si les preneurs d'otages n'ont pas été identifiés formellement, la déclaration du ministre de la Communication laisse peu de place au doute. Je profite donc de l'occasion pour dire à nos forces de défense et de sécurité qui sont prêts à livrer bataille jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour protéger l'intégrité territoriale de notre nation. Protéger l'intégrité du territoire, comprendre, contre les séparatistes de la zone anglophone que les autorités de Yaoundé n'hésitent plus à qualifier de terroristes. Ces épais murs de béton érigés pour protéger les bâtiments sensibles des attentats et explosions si réguliers à Kaboul. Garant de la sécurité, ces murs incarnent aussi une société divisée pour ces activistes qui y peignent des messages de paix.
Nous faisons tomber les murs, ces murs affreux, et nous utilisons l'art comme un outil de changement social. Nous peignons contre la corruption, les injustices, contre ce terrorisme absurde et insensé qui secoue la ville. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve demain matin, bien sûr. Bonne journée à tous. Au revoir.